Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que quand tu t'engages dans un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à suivre. Il y a la procédure pour prendre la sortie de droite, la procédure pour prendre la sortie en face, la procédure pour prendre la sortie à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors ici, si on regarde la carte, on voit que pour prendre l'autoroute, on devra prendre la sortie de gauche. Alors, quelle est la procédure pour prendre la sortie de gauche lorsque on rentre dans un carrefour à sens giratoire? Alors, tout d'abord, on va se mettre sur la voie de gauche avant d'entreprendre ce carrefour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir laisser le passage aux véhicules qui viennent de gauche, car c'est un carrefour à sens giratoire. Lorsqu'on est dans le carrefour, on prend la voie toujours de gauche dans le carrefour à sens giratoire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on va devoir tout d'abord faire un contrôle du rétro droit, puis de l'angle mort droit. Ensuite, on va mettre nos clignotants à droite pour se décaler sur la voie de droite. Et arrivé à la sortie, on fait tout d'abord un contrôle gauche, angle mort gauche, puis contrôle droit, angle mort droit, au cas où s'il y a un vélo. On met le clignotant à droite et on s'insère dans la sortie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien placé pour prendre l'autoroute? Bah oui, je suis bien placé, parce que je suis sur la voie de gauche, et la sortie pour prendre l'autoroute est celle de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 2. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité, B. D'éclairer la chaussée, C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 mètres. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou en tout cas d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, la distance de sécurité, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici
Et la réponse C. Question numéro 3. À la prochaine intersection, les véhicules venant de droite peuvent rencontrer réponse A, le panneau A, réponse B, le panneau B, réponse C, le panneau C, réponse D, le panneau D. Alors, ici, comme tu le vois, on a un panneau indiquant que on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ici, on va considérer qu'on est la voiture rouge et que les véhicules venant de droite, c'est la voiture blanche. D'accord ? Donc, nous, on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, est-ce que les véhicules qui viennent de droite peuvent avoir ce panneau de route prioritaire ? Non, on ne peut pas être prioritaire en même temps. C'est impossible. Soit c'est moi qui suis prioritaire, soit c'est les véhicules de droite qui sont prioritaires. Mais pas les deux en même temps. Donc, le panneau de priorité, c'est impossible. Ensuite, est-ce que les véhicules venant de droite peuvent avoir le panneau de priorité à droite ? Non plus, parce qu'il va falloir qu'ils cèdent la priorité à droite, mais surtout à moi, qui vient donc de la gauche. Donc ils ne peuvent pas avoir un panneau de priorité à droite. Les seuls panneaux qu'ils puissent avoir, c'est soit un panneau de céder le passage, soit un panneau stop. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais t'es bien gentil, mais comment tu sais que l'intersection elle sera comme ça ? Elle peut être en étoile ou elle peut être en T ou... Alors, je sais que la circulation sera comme ça de manière sûre et certaine. Donc, si vous voulez savoir pourquoi l'intersection sera obligatoirement comme ça, je vous invite fortement à aller dans l'information parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. On répond à la question qui nous est posée. Mais vous devriez le savoir. Clairement, vous devriez savoir pourquoi elle est obligatoirement comme ça, cette intersection. Donc rendez-vous dans l'information pour ceux qui veulent savoir. Donc ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 4. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, avant le panneau uniquement. Réponse B, après le panneau uniquement. Réponse C, avant et après le panneau. Alors, comme tu le vois, la signalisation indique un panneau d'interdiction où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Juste en dessous de ce panneau, on a ce qu'on appelle un panonceau. Un panonceau, n'oubliez pas, est là pour préciser le panneau qu'il y a au-dessus de lui. Et qu'est-ce qui a marqué sur ce panonceau ? Il y a marqué « rappel ». Donc, cette signalisation nous rappelle que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La vitesse est donc limitée à 50 km/h avant et après le panneau. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 5. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens
interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton. Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit, ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi ? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée ? Non, parce que regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, il faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Je suis bien placé pour aller à gauche, oui réponse A, non réponse B. Aller à droite, oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, comme vous le voyez, on s'approche donc d'un rond-point. Donc, si vous avez bien révisé votre cours, vous savez qu'il y a des procédures lorsqu'on s'approche d'un rond-point. Donc, il y a une procédure pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller tout droit et pour faire demi-tour. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, pour aller à gauche et demi-tour, on se place sur la file de gauche. Pour aller à droite ou aller tout droit, on se place sur la file de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 8. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 9. Je peux rouler à réponse A 30 km/h, réponse B 50 km/h, réponse C 70 km/h, réponse D 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 10. Après ce panneau, je vais devoir équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant. Oui, réponse A, non, réponse B. La route est praticable. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, en fait, on a affaire à un panneau de praticabilité. Ce panneau nous informe si la route est ouverte ou non. Hein. Alors, bien sûr, sur ce panneau est indiqué si le chemin est ouvert. Ici, c'est ouvert, mais aussi il y a le panneau où le chemin est fermé. Il nous indique aussi les équipements à mettre en place sur son véhicule. Ici, on voit bien qu'on a le panneau d'obligation d'équipement de dispositifs antidérapants. Donc ça peut être des chaînes, donc chaînes métalliques ou chaînes textiles, ou alors ça peut être des pneus neige 3P MSF. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 11. À l'approche du péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est évident. On approche à un péage, on va devoir se mettre à l'arrêt. Donc, j'appuie sur le frein pour désactiver le régulateur de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 100 km/h.
Alors, effectivement, ici on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Pour ouvrir le capot, je dois activer, réponse A, une commande se trouvant sous le capot seulement. Réponse B, une commande se trouvant dans le véhicule seulement. Réponse C, une commande se trouvant dans le véhicule et sous le capot. Alors, comment faire pour ouvrir le capot d'un véhicule? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, tu devras activer la manette qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et regarde bien, il y aura même une petite indication. Ensuite, une fois devant le capot, il y a une manette qui se situe en dessous sur la fente. Et voilà, vous voyez la manette, elle est juste ici. Et ici, la petite encoche du levier. Ensuite, il faut mettre la barre jaune dans la petite encoche pour pouvoir maintenir ouvert le capot en sécurité. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Le camion roule à faible allure. Réponse A, je le dépasse par la droite. Réponse B, je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mette dans la voie de droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre un passager. À droite, oui, réponse A, non, réponse B. À gauche, oui, réponse C, non, réponse D.
regardez bien à droite. À droite, on a une voie réservée au vélo. Hein, donc on a les bandes blanches épaisses avec un marquage au sol dessinant un vélo. À gauche, pareil, on a une voie réservée pour les voies de bus. Donc ce sont des voies réservées. Elles ne sont pas réservées aux automobilistes, elles sont réservées à d'autres usagers. Il est donc interdit, il est strictement interdit d'y accéder. Donc, interdit de faire descendre un passager. Même un simple arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 16. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos YouTube et également donc dans l'information. Alors est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc, sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans ces petites animations, voilà. Vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 17. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 18. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Entre moi et ce piéton, je dois laisser un écart de sécurité de A. 1 mètre, B. 1 mètre 50. Alors, la règle avec les piétons est la même qu'avec les vélos et la même qu'avec les engins de déplacement personnel. C'est-à-dire que lorsqu'on est en agglomération, on doit laisser un écart d'1 mètre. Et lorsqu'on est hors agglomération, on doit laisser un écart d'1 mètre 50. Ici, on est hors agglomération, on laisse un écart d'1 mètre 50. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. L'arrêt est autorisé sur une bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, imaginez cette situation. On reprend cette situation et imaginez qu'un cycliste soit sur la voie, roule sur la voie et voit votre véhicule, donc le véhicule rouge. Ce qu'il va essayer de faire, logiquement, c'est de le contourner par la gauche. Donc il va sortir de sa voie. En sortant de sa voie, il sera susceptible de rencontrer une autre voiture qui arrive sur sa voie également. Donc, risque d'accident. Alors, petit rappel, il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. Peu importe la voie réservée. Que ce soit une voie de vélo, une voie de bus, une voie de taxi, peu importe. Il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. L'infraction, c'est une infraction de 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Le niveau de vigilance est plus faible. Réponse A, entre 13h et 15h. Réponse B, entre 18h et 20h. Alors, chose importante à savoir, le niveau de vigilance est le plus faible entre 13h et 15h et entre 2h du matin et 5h du matin. Donc, ici, entre 13h et 15h, ça va correspondre à l'après-déjeuner, donc à la digestion. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 22. En période probatoire, j'ai perdu 3 points après une infraction. Je dois effectuer un stage après avoir reçu la lettre 48N. Dans les 4 mois, réponse A. Dans les 3 mois, réponse B. Je récupère 2 points par an jusqu'à la fin de mon probatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
très important pour les personnes en probatoire. Si vous perdez 3 points ou plus, alors vous serez obligé d'effectuer un stage. Alors ce stage devra être réalisé dans les 4 mois après réception de la lettre 48N. Il faut aussi que tu saches une chose très importante. Si tu as commis une infraction durant ta période probatoire, alors tu ne pourras récupérer aucun point par an. C'est-à-dire que les 2 points ou les 3 points si tu es en conduite accompagnée que tu récupérais tous les ans, eh ben c'est fini. Tu ne les récupères plus. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 23. Cette balise signale A. Un passage à niveau à 150 mètres. B. Un virage dangereux. C. Un obstacle. Alors, un passage à niveau sera représenté par une balise, un petit poteau blanc avec des traits rouges pour indiquer la distance du passage à niveau. Un virage dangereux, quant à lui, sera représenté par ce qu'on appelle une balise à chevron, alors qu'un obstacle sera représenté par cette balise, un petit poteau blanc avec des bandes bleues. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 24. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe, et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Conduire dans un état de fatigue augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, la fatigue est par exemple responsable d'un tiers des accidents sur l'autoroute. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc
de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente, hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne, allez-y. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment... tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10. Hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 29. Ce panneau indique une interdiction de dépasser pour les poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, ce panneau indique que les poids lourds ont interdiction de dépasser. Hein. N'oubliez pas, un poids lourd, c'est un véhicule dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Certains rétroviseurs intérieurs ont une position de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains rétroviseurs intérieurs s'assombrissent automatiquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, il y a des rétroviseurs intérieurs qui ont une position de nuit pour pas être éblouis la nuit par les usagers qui sont derrière nous. Et même, dans les modèles les plus récents, le rétroviseur intérieur se met en mode nuit, c'est-à-dire qu'il s'assombrit automatiquement. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc le repos est nécessaire. Donc le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A, 42 mètres, réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C, 28 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors ici c'est vraiment une question pareil de cours qu'on voit souvent dans l'information, donc vraiment je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. J'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions.
Vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Hein. Donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêt. Hein. La formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, hein, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Hein. Je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question, et on passe à la question suivante. Question numéro 34. Ce panneau indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau t'indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Conduire avec un taux d'alcool de 0,4 mg par litre d'air expiré constitue réponse A, une contravention, réponse B, un délit. J'encours un retrait de réponse C, 6 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, conduire avec un taux d'alcool de 0,4 mg par litre d'air expiré constitue un délit. Et ça, que vous soyez probatoire ou non. Vous encourez également un retrait de 6 points. Et également une grosse amende. Et pas que d'ailleurs. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 36. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très 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 rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Hein, sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 37. Je peux utiliser A, mes feux de route, B, mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois,
ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Question numéro 38. L'utilisation du téléphone au volant. Réponse A. Diminue le temps de réaction. Réponse B. Est autorisée si je l'utilise comme GPS. Réponse C. Constitue une contravention de 4e classe. Réponse D. Entraîne un retrait de 4 points. Alors, l'utilisation du téléphone au volant est strictement interdite. Premièrement, elle augmente le temps de réaction. Elle ne le diminue pas, elle augmente le temps de réaction. On ne peut pas utiliser son téléphone au volant comme GPS. Si vous voulez utiliser votre téléphone comme GPS, il faut le programmer avant de conduire et ensuite ne plus le toucher quand vous êtes au volant. Vous n'avez pas le droit de toucher votre téléphone au volant. Ensuite, en termes d'infraction, c'est une infraction qui constitue une contravention de 4e classe et qui entraîne un retrait de 3 points et non de 4 points. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an.
Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est pour un permis hors probatoire. Réponse A, 0,5 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire. Réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,2 g par litre de sang. Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.